Le président de la République Alassane Ouattara a regagné Abidjan cet après-midi après des discussions à Genève avec son homologue ghanéen sur la délimitation des frontières maritimes entre la Côte d'Ivoire et le Ghana. Une réunion de concertation avec le secteur privé sur le plan national de développement s'est tenue ce mardi au ministère du Plan et du Développement. Demain, c'est la société civile qui apportera sa contribution. De nouvelles violences ont fait un mort au Burundi et les manifestants sont fermement opposés à une troisième candidature du président Nkurunziza. Il faudrait 175 milliards de nos francs pour construire une usine de filtrage de l'eau afin de permettre aux populations de la bande de Gaza de consommer de l'eau potable. C'était les titres. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans votre journal. Le président de la République est de retour depuis cet après-midi en Côte d'Ivoire, après un séjour de 48 heures à Genève en Suisse pour des entretiens avec le président ghanéen au sujet de la délimitation de la frontière maritime entre la Côte d'Ivoire et le Ghana. Les discussions se sont déroulées en présence de l'ancien secrétaire général des Nations Unies, Kofi Annan, qui dirige une fondation qui porte son nom. Je vous propose de suivre la déclaration du président Alassane Ouattara à son arrivée à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny. Je viens de rentrer de Genève à l'invitation de son Excellence M. Kofi Annan, président de la fondation Kofi Annan. J'ai rencontré hier à Genève le président du Ghana, son Excellence M. John Dramani Mahama, pour discuter du différend relatif à la délimitation de la frontière maritime entre nos deux pays. Ce fut une rencontre empreinte de cordialité, comme chaque fois que nous nous voyons, qui a permis de réaffirmer notre vision mutuelle de l'intégration régionale et notre volonté de poser des actes concrets dans ce domaine, de nous engager également dans un processus à l'amiable visant à conclure une série de mesures dont l'application ne compromettrait ni n'entraverait la décision définitive que rendra la Chambre spéciale du tribunal international pour le droit de la mer. Parce qu'en réalité, la délimitation de la frontière maritime demeure notre objectif commun et cela est du ressort du tribunal international pour le droit de la mer. Alors nous avons convenu que le Ghana, après des consultations d'usage au niveau du gouvernement et du Parlement, enverra une délégation en Côte d'Ivoire pour rencontrer le ministre de l'Énergie et du Pétrole, M. Adama Tounkara, ainsi que la délégation ivoirienne, afin de finaliser les discussions. Je voudrais pour terminer dire que, comme à l'accoutumée, son Excellence M. John Dramani Mahama a toujours fait preuve de disponibilité et d'engagement et d'amitié. Et je le remercie donc pour cela et pour le déplacement qu'il a bien voulu effectuer à Genève. Et bien évidemment, nous avons tous les deux remercié M. Kofi Annan et sa fondation d'avoir facilité la réunion. Et ceci nous a permis de puiser dans sa grande expérience, sa vaste et riche expérience d'homme d'État et il continuera de nous aider sur ce dossier. Voilà, sachez que cette rencontre fait suite à la récente ordonnance rendue par la Chambre spéciale du tribunal international sur le droit de la mer sur la demande en prescription de mesures conservatoires de la République de Côte d'Ivoire. Dans le cadre de l'élaboration du Plan national de développement 2016-2020, une rencontre de concertation s'est tenue ce matin avec le secteur privé. Elle est destinée à recueillir la contribution du secteur privé, notamment ses préoccupations que prendra en compte le PND 2016-2020 en cours d'élaboration. Reportage Hugues Béblé. Un impératif pour le secrétariat technique du Plan national de développement. Il lui faut boucler avant la fin du mois de juillet l'étape de diagnostic stratégique et celle de l'élaboration de la stratégie qui comprend le programme d'action prioritaire du prochain PND, le Plan national de développement 2016-2020. La rencontre voulue par le secrétariat technique du PND avec le secteur privé
a permis de se pencher sur les conditions de sa participation à l'élaboration du PND 2016-2020. Il est important que le secteur privé vienne s'imprégner des orientations du prochain plan et donner son avis et donner ses attentes. Nous engageons le débat et le secteur privé pour qu'il soit partie prenante. Et aujourd'hui, le secteur privé est le mieux indiqué pour nous permettre de faire un bon ciblage des infrastructures stratégiques pour que la Côte d'Ivoire soit émergente. Et c'est pour cela que nous les consultons. 2 mois, c'est le délai dont dispose le secteur privé pour faire ses propositions. L'exercice du premier PND a montré qu'on a fait des progrès. Il reste encore des points à résoudre. Il faut absolument qu'au niveau de l'inclusion, au niveau de l'appropriation par le secteur privé et la prise en main réellement de cette ère de croissance-là, on puisse le ressentir dans le second PND pleinement. Et ça, je pense qu'il faut saluer vraiment le gouvernement qui est là en train de nous faire un bon acte de gouvernance. Il faut réellement qu'on puisse partager cette vision. La rencontre de ce mardi entre le secrétariat technique du Plan national de développement et le secteur privé est le premier d'une série qui devrait permettre une meilleure prise en compte des préoccupations et des attentes du secteur privé dans le PND 2016-2020. Voilà, donc ces consultations sur le PND se poursuivent. Demain, mercredi, c'est la société civile qui est invitée dans le cadre de ce PND pour apporter sa contribution. Et ce sera à partir de 12h au 20e étage de l'immeuble Siama. Les représentants des structures et des ministères techniques étaient récemment en mission de prospection au Maroc en vue de favoriser la politique d'intégration des matériaux de construction marocains en Côte d'Ivoire. Cette rencontre a eu lieu dans la capitale économique, Casablanca, du 10 au 15 avril. Sidonie Waka Davila. La Côte d'Ivoire a l'école de l'expérience marocaine en matière de construction immobilière. Elle veut s'appuyer sur cette expérience marocaine pour améliorer le cadre de vie de ses populations. Les experts des ministères et structures qui interviennent dans l'immobilier en Côte d'Ivoire, ainsi que le président des PMI-PME de la Chambre de commerce ivoirienne ont été édifiés par le savoir-faire marocain à travers la projection de films. Des besoins et projets portant sur les logements sociaux et l'éducation nationale ont été présentés par la partie ivoirienne lors de cette rencontre initiée par Maroc Export, la Fédération des industriels des matériaux de construction FMC et le président de la commission PME-PMI de la Chambre de commerce ivoirienne. Notre fédération, je dirais, est parmi les précurseurs qui ont été régulièrement avec nos différents gouvernants pour essayer de voir dans quelle mesure on pouvait non seulement apporter une assistance technique, mais aussi investir et venir faire des travaux importants dans une offre qui est de plus en plus intégrée. Les sociétés marocaines n'ont jamais manqué de leur part également de faire preuve d'engagement envers leurs homologues ivoiriens. Au fait, la Côte d'Ivoire leur a toujours présenté tous les atouts dont ils auront besoin. La Côte d'Ivoire et le Maroc veulent travailler ensemble pour créer et développer le Made in Africa. Le partenariat entre le Maroc et la Côte d'Ivoire dépasse aujourd'hui le volet économique pour toucher le volet social, notamment celui du bâtiment, preuve que la proximité entre le Maroc et la Côte d'Ivoire est un avantage. Fin du 2e congrès international des cardiologues africains à Yamoussoukro, la capitale politique ivoirienne. Des stratégies de collaboration interpays ont été arrêtées pour une meilleure prévention des maladies cardiovasculaires sur le continent. Elles constituent entre 40 et 60% de causes de mortalité en Afrique. Reportage Charles Tatou. Les travaux de ce 2e congrès ont constitué une rencontre de haut niveau. Vu la participation de 30 cardiologues français, avec le partage d'expériences de ces experts français, d'ailleurs très respectés par les Américains, les cardiologues africains ont abouti à des stratégies de collaboration interpays qui puissent permettre une bonne prévention des maladies cardiovasculaires sur le continent africain. Il y a eu une majorité de communications qui ont concerné les données locales, c'est-à-dire où on en est de la coronaropathie en Afrique. On a eu en particulier une communication extrêmement intéressante sur l'angioplastie à Abidjan avec des résultats de très très belle qualité. Il faut aussi ce qu'on appelle des salles
de cardiologie interventionnelle. Ces salles-là se comptent sur les bouts des doigts au niveau de l'Afrique subsaharienne. La Tunisie en a 30, 19 dans le privé, 11 dans le public. En Côte d'Ivoire, ici, il y a une salle. À Dakar, il y a 3 salles. Et ce n'est pas suffisant. Pour le président de la Société ivoirienne de cardiologie, professeur Maurice Kakou-Dikaoué, la tenue de ce congrès à Yamoussoukro répondait à un souci. Rendre hommage au président Félix Houphouët-Boigny, celui-là même qui a offert des bourses d'études aux jeunes Ivoiriens comme lui pour devenir ce qu'ils sont aujourd'hui. Kakou-Dikaoué de soutenir qu'en matière de cardiologie, les Ivoiriens n'ont rien à envier à leurs collègues français et américains. Au 3e congrès prévu pour 2017, le professeur Kakou-Dikaoué cédera la place au vice-président qui vient d'être élu. Les cardiologues africains et leurs collègues français ont terminé en beauté les travaux de leur rencontre internationale. Un dîner gala leur a permis de se défouler. Dîner gala marqué également par une remise de diplôme aux participants. 3 unités de séchage de mangue viennent d'être installées à Boundiali, Ferke-Sédougou et Korogo grâce au FIRCA, qui est le Fonds interprofessionnel pour la recherche et le conseil agricole, en partenariat avec la Banque mondiale et l'Organisation des Nations unies pour le développement industriel. L'inauguration de ces unités a eu lieu en présence du ministre de l'Agriculture, Mamadou Sangafoa Koulibaly. Reportage Hassan Kane et Kader Sogodougou. La Côte d'Ivoire produit chaque année 180 000 tonnes de mangue. Le pays occupe le premier rang en Afrique et le 3e au monde en termes d'exportation vers le marché européen après le Brésil et le Pérou. La transformation de la mangue apparaît comme une alternative pour réduire les pertes post-récolte. Pour faire face à cette situation, le Fonds interprofessionnel pour la recherche et le conseil agricole vient d'installer 3 unités de séchage de mangue dans les villes de Boundiali, Ferke-Sédougou et Korogo, en partenariat avec la Banque mondiale et l'Organisation des Nations unies pour le développement industriel (ONUTI). D'autres unités de ce genre seront bientôt installées à Sinématiali, Tengrela et Odiéné. Dans le cadre de ce projet, le FIRCA a acquis 3 séchoirs de dernière génération pour la production de mangue séchée. La mangue peut être séchée et conservée sur une période de 1 à 2 ans jusqu'à consommation. Le Burkina Faso, qui a une longue expérience dans le séchage de mangue, appuie la Côte d'Ivoire dans ce projet pilote. Nous sommes prêts toujours à partager notre expérience dans le domaine de nos compétences, notamment le séchage de la mangue. Le ministre de l'Agriculture a procédé à l'inauguration de ces unités de transformation de mangue. Koulibaly Mamadou Sangafoa a souligné l'ambition du gouvernement de valoriser la mangue pour le bonheur des producteurs. Nous voulons renforcer le volume des exportations par cette plateforme qui va permettre de prendre une bonne quantité. Tout ça va être renforcé par des unités de transformation de ces fruits-là en jus de mangue et en jus de concentré de mangue surtout. Cette année, l'État de Côte d'Ivoire a pris entièrement en charge le traitement de tous les vergers. L'État a donc débloqué un montant de 1,7 milliard de francs CFA. Voilà, retenez que la mangue est la 3e culture de rente au nord, après le coton et l'anacarde. Autre point de l'actualité, c'est la fin du calvaire pour les élèves et les instituteurs de l'école primaire Fraternité 1 de Divo. 6 classes ont été réhabilitées à hauteur de 16 millions de nos francs grâce à l'ex-fonds de développement ivoiro-belge placé sous la tutelle du ministère d'État, ministère du Plan. Herman Niamien pour les détails. Une bouffée d'oxygène pour les élèves, enseignants et parents d'élèves de l'école primaire Fraternité 1 dans la commune de Divo. Ils viennent de bénéficier de la réhabilitation de 2 bâtiments de 6 classes à hauteur de 16 millions de francs CFA, des tables bancs, un ordinateur complet avec une imprimante, des jeux de maillots et la somme d'1 million de francs CFA grâce à l'ex-fonds de développement ivoiro-belge. C'est l'éducation qui libère l'homme. Donc, chers parents, aidons nos jeunes frères, aidons nos enfants à être parmi les meilleurs, parce que demain, c'est ceux-là qui vont nous prendre en charge. Cette initiative est le fruit d'une coopération entre la Côte d'Ivoire et la Belgique. Elle s'inscrit dans la vision du chef de l'État qui fait de l'éducation une des priorités de son programme de gouvernement. Population de Divo, votre mobilisation nous donne la preuve de votre adhésion à la réhabilitation des 2 bâtiments de l'EPP Fraternité 2 de Divo. Infrastructure scolaire que le ministre d'État, ministre du Plan et du Développement,
a bien voulu réhabiliter pour renforcer les indicateurs de scolarisation dans votre zone. Les bénéficiaires saluent l'acte et promettent d'en faire bon usage. Après l'école primaire Fraternité 1, la délégation s'est rendue à la mosquée de la ville pour faire un don de 3 tonnes de ciment et un numéraire pour l'achèvement de cet édifice. On reste au même chapitre, un nouveau bâtiment de 3 salles de classe pour le village de Diapeu, c'est dans le département de Zouaounien, dans l'ouest ivoirien. Un don d'un montant de 30 millions de francs CFA de la Société de développement des forêts et de la Société de transformation du bois du Cavalier. Reportage connu par Gassoro. L'école gratuite est obligatoire pour tous dès la rentrée scolaire d'octobre prochain. C'est le défi du président de la République, Alassane Ouattara, et son gouvernement. La Société de développement des forêts SODEFOR, en charge de la gestion des forêts classées en Côte d'Ivoire, et la Société de transformation du bois du Cavalier entendent accompagner cette volonté du chef de l'État. Les responsables de ces deux sociétés ont offert aux populations de Diepleu, un village du département des Zouaouiens, un bâtiment de 3 classes, un bureau et un magasin. Il est bon de signaler à cet instant que ces réalisations d'intérêt communautaire sont retenues à l'issue de larges concertations avec les populations bénéficiaires, afin de s'assurer qu'elles répondent bien à leurs besoins. D'un coût global de 30 millions de francs CFA, les clés de cette école ont été remises officiellement aux autorités de la localité. Des clés remises en présence du ministre d'État, ministre du Plan et du Développement Albert Mabry-Troakeus et du ministre des Eaux et Forêts Mathieu Babo-Daré. Tous vos enfants doivent être scolarisés, comme l'a décidé le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Aucun enfant en âge d'aller à l'école ne doit rester à la maison. Les donateurs exhortent les populations à en faire bon usage afin de faire bénéficier au village de Diepleu d'autres infrastructures modernes. On change de sujet, les retraités font souvent face à d'énormes difficultés, notamment la longue attente pour le paiement de la première pension. Face à cette situation et pour soulager ces personnes âgées, la SEGRAE a initié un programme d'échange et de formation avec les représentants des ministères, le point des réformes, avec notre reporter Serge Coléa. Les retraités du secteur public en Côte d'Ivoire n'attendront plus 6 mois pour toucher leur pension. Désormais, après 30 jours, c'est-à-dire 1 mois, ils pourront percevoir leur argent. Cette avancée dans le paiement des pensions fait partie des nombreuses réformes entreprises par l'institution de prévoyance sociale, Caisse générale de retraite des agents de l'État, IPS SEGRAE. Dans les nouveaux textes, il est dit désormais que tous les dossiers de pension doivent être déposés normalement à la SEGRAE par les directeurs des ressources humaines qui sont les nouveaux interlocuteurs avec qui travaille maintenant l'IPS SEGRAE. Pour mieux faire comprendre ces réformes, l'IPS SEGRAE a initié au profit des personnes en charge de la gestion des ressources humaines des différents ministères un programme de formation et d'échange. C'est un séminaire qui vient à point nommé, puisque au niveau des pensions, il faut dire qu'il y avait beaucoup de zones d'ombre, parce que ce soit les usagers ou même que ce soit les gestionnaires des ressources humaines, il y avait beaucoup d'insuffisance dans la compréhension même de la gestion des pensions. L'IPS SEGRAE est une institution publique en charge de la gestion des questions liées aux retraités de la fonction publique. Elle veut être à l'écoute des retraités pour une meilleure prise en compte de leurs besoins et préoccupations. On parle maintenant de formation civique et citoyenne dans le programme de désarmement, de démobilisation et de réintégration des ex-combattants. Il est prévu une formation au civisme et à la citoyenneté. Elle est destinée aux ex-combattants âgés de plus de 50 ans et à tous ceux qui ne peuvent intégrer les centres de resocialisation. Une formation pour les préparer à la gestion d'activités génératrices de revenus. Explication Léon Brou. À Bobo, Institut de formation et d'éducation féminine, IFEF, leçon de ce mardi, technique de vente, un cours à l'attention de 100 ex-combattants dans le cadre de leur formation civique et citoyenne, en abrégé FCC. Nous avons présenté les compétences de la vie sociale, tous les comportements qu'un individu doit avoir pour pouvoir s'insérer
de façon intelligente dans la société. À ces modules s'ajoute la comptabilité simplifiée pour la gestion d'activités génératrices de revenus. La FCC dure 2 semaines, suivie d'une période d'encadrement des apprenants pour la mise en œuvre de leurs éventuels projets. Cette première vague d'ex-combattants d'Abobo sera en fin de FCC ce vendredi, mais déjà on se sent aguerri. J'ai reçu une bonne formation sur la cohésion, comment faire pour s'aimer, pour s'unir, pour aller à la paix. C'est une formation que j'ai reçue, ça va me permettre de pouvoir me prendre en charge, de pouvoir gérer efficacement mon entreprise. Sont concernés par la formation civique et citoyenne ces personnes qui ont pris part directement ou indirectement aux conflits armés, mais qui n'ont pu intégrer les centres de resocialisation pour 3 raisons: âge supérieur à 50 ans, femmes allaitantes ou des personnes physiquement mal en point. Il est trop tôt pour l'ADDR, l'autorité de désarmement, de démobilisation et de réintégration, d'avancer leur nombre, mais la FCC a démarré en Abidjan avec 503 ex-combattants. Ils perçoivent une prime de soutien de 40 000 francs durant la formation et 800 000 francs CFA pour le financement de leur projet. Et en prélude à la visite d'État du président de la République Alassane Ouattara dans la région du Denguélé, le ministre du Pétrole et de l'Énergie a effectué une visite des différents chantiers. Le ministre Adama Toungara est allé constater l'état d'avancement des travaux relevant de son département ministériel à Odiéné et à Gbéléban. Chris Diomandé, à Boussanogo. Le chantier de construction du pont de fer qui va servir de point de passage entre la Côte d'Ivoire et la Guinée, la piste d'atterrissage, les 2 ronds-points, l'extension de la mosquée, la place publique et quelques artères de la localité de Gbéléban visitées par le ministre des Transports Gaoussou Touré et le ministre du Pétrole et de l'Énergie Adama Toungara à quelques jours de la visite d'État du président de la République Alassane Ouattara dans la région du Kabadougou. Une visite dont l'objectif est de s'imprégner de l'état d'avancement des travaux. À cette occasion, Adama Toungara a invité les différentes entreprises à accélérer les travaux de bitumage des grandes voies. Après Gbéléban, la délégation conduite par le ministre Gaoussou Touré a mis le cap sur la ville d'Odiéné où elle s'est rendue au stade Mamadou Koulibaly pour voir l'évolution des travaux. Au terme de cette visite, le ministre Adama Toungara s'est félicité des travaux déjà réalisés, puis a rassuré l'ensemble des autorités politiques et administratives du Denguélé quant à la fin des travaux de l'éclairage public avant l'arrivée du président de la République Alassane Ouattara dans leur région du 20 au 23 mai prochain. Le mouvement ADO 2015, c'est maintenant, veut apporter sa contribution pour la réélection du président Alassane Ouattara. Ce mouvement est allé à la rencontre des populations de Yopougon-Yaoséi. Objectif est expliquer aux populations l'intérêt de reconduire Alassane Ouattara à la tête du pays. Mamadou Kouassi, pour plus de détails. À peine la convention du RHDP finie, que le mouvement ADO 2015 s'est maintenant investi le terrain. Première étape de cette tournée de mobilisation autour des idéaux du président Alassane Ouattara, le quartier Yaoséi dans la commune de Yopougon. Ici, Eli Alassou et son équipe ont présenté les acquis de la politique de développement du président Alassane Ouattara. Le président du mouvement ADO 2015 est maintenant a demandé aux populations, en majorité des proches de Laurent Gbagbo, de soutenir la candidature du président Alassane Ouattara. Lui-même, ancien membre de la Galaxie patriotique, il a expliqué à l'assistance les raisons de son choix. Car pour lui, le président Alassane Ouattara est le meilleur cheval pour le développement et le bien-être du peuple ivoirien. Le président de la République est une chance pour la Côte d'Ivoire. Il est en train de travailler pour eux et ils vont bientôt voir les résultats de ce travail. Le second mandat, il le mettra au bien-être de sa population, du panier de la ménagère, dans l'assiette des populations. Eli Alassou a également invité les populations à la cohésion sociale et à la culture du pardon, afin de contribuer au développement de la nation ivoirienne. Une initiative saluée par les responsables d'associations de ce quartier. Pour eux, la cohésion sociale est une réalité, puisqu'ils vivent en parfaite symbiose avec toute la communauté. Ils ont fait la promesse de soutenir les idéaux du président Alassane Ouattara pour sa réélection en 2015. Les partis politiques de l'opposition sont également à la tâche. Intéressons-nous à la fin de la tournée du président du Front populaire ivoirien dans la région de Gbeke. Au meeting de clôture, le patron du FPI, Pascal Affi N'Guessan,
a réitéré la volonté de son parti d'aller de l'avant. À cet effet, les militants ont été invités à tirer les leçons d'un passé récent afin que le parti puisse retrouver sa place sur l'échiquier politique national. Reportage Maria Kobi et Kader Sogodogo. Débutée le 24 avril dernier, la tournée du président du Front populaire ivoirien FPI dans le Béguet s'est achevée samedi à Bouaké par un meeting. Les populations sont sorties nombreuses pour écouter le message de Pascal Affi-N'Guessan. Le leader du FPI a demandé aux militants de faire confiance au parti afin que le FPI puisse travailler à la reconstruction de la Côte d'Ivoire. Aux hommes politiques, Pascal Affi-N'Guessan a demandé d'abandonner la voie de la violence au profit des débats d'idées. Pour nous, aujourd'hui, ce qui s'est passé le 19 septembre 2002 doit être une leçon que nous devons méditer pour savoir, à partir d'aujourd'hui, quelle voie nous empruntons, quelle posture nous adoptons, quelle politique nous mettons en œuvre pour que la Côte d'Ivoire ne retombe pas dans la crise, dans la confrontation, mais qu'elle se trace un chemin d'avenir. Ce qui est la question essentielle à régler, c'est quelle politique nous menons pour que la Côte d'Ivoire reparte de plus belle, plus forte, plus vigoureuse et demain devienne plus prospère, plus démocratique. À Bouaké, Pascal Affi-N'Guessan n'a pas manqué de rassurer les militants quant à la participation du Front populaire ivoirien, FPI, à la future présidentielle. Le congrès à venir désignera le candidat qui mettra les militants en ordre de bataille en vue de la reconquête du pouvoir d'État perdu en 2010. À l'étranger, au Burundi, pas de trêve dans la contestation. Les manifestants restent fermement opposés à une troisième candidature du président Pierre Nkurunziza. De nouveaux rassemblements ont eu lieu à Bujumbura ce mardi et notamment une manifestation de femmes. Et puis un nouveau tremblement de terre a eu lieu au Népal aujourd'hui, une secousse d'une magnitude de 7,3 sur l'échelle de Richter, suivie de puissantes répliques. En recense 36 morts et plus de 1000 blessés. 17 autres personnes ont perdu la vie en Inde ainsi qu'une personne au Tibet. Le séisme a été ressenti jusqu'à New Delhi. L'épicentre se trouve près du camp de base de l'Everest à 80 km de la ville de Katmandou. Et puis c'est l'ONU qui le dit, dans 5 ans, il n'y aura plus d'eau potable à Gaza. La quasi-totalité des ressources en eau sont impropres et dangereuses à la consommation. Regardez plutôt. Dans la bande de Gaza, tout le monde sait que l'eau est polluée. Les autorités locales assurent que près de 97% des ressources en eau sont dangereuses pour la consommation. Les égouts contaminent les réserves et le blocus israélien aggrave la situation. Pendant la dernière guerre entre le Hamas et Israël, plus de 30 km de tuyaux d'eau ont été abîmés ou détruits. Ici, l'eau est salée comme la mer et elle a l'odeur des égouts. Ce n'est pas bon pour la nourriture, la cuisine et même pour la vaisselle. 2 ingénieurs gazaouis assurent avoir trouvé une solution. Ils ont mis au point une machine qui transforme l'eau de mer en eau potable, mais elle ne peut traiter que 1000 mètres cubes d'eau par jour. C'est 500 fois moins que la consommation quotidienne de Gaza. Pour construire une usine et décupler leur production, ils ont besoin de 270 millions d'euros. Nous avons trouvé un moyen concret de désaliniser l'eau de mer. Nous espérons que des responsables vont adopter ce projet à l'avenir et construire de grandes usines pour désaliniser l'eau grâce à cette technologie. Les ressources en eau de Gaza proviennent d'une nappe phréatique, mais des experts assurent qu'elle sera inutilisable dès 2016 car son niveau baisse et que l'eau de mer s'y infiltre. Nous avons un problème de ressources naturelles. La capacité de production de la nappe phréatique ne doit pas dépasser 55 à 60 millions de mètres cubes par an. Mais nous en tirons aujourd'hui environ 200 millions de mètres cubes. Donc il faut arrêter de dépendre uniquement de ce réservoir et trouver d'autres ressources. En attendant une solution durable, beaucoup des 1,8 million d'habitants de Gaza doivent acheter de l'eau filtrée à ces camions-citernes privés. D'après l'ONU, la population devrait augmenter de 500 000 personnes d'ici 5 ans. Et d'ici là, les réserves d'eau seront complètement asséchées. Voilà, le ministre d'État, ministre de l'Emploi, des Affaires sociales et de la formation professionnelle communique.
Le jeudi 14 mai 2015, jour de l'Ascension, est déclaré jour férié et chômé sur toute l'étendue du territoire national pour les signataires de la Convention collective interprofessionnelle du 20 juillet 1977 et conformément aux dispositions de l'article 64 de la dite convention. Le jour de l'Ascension est déclaré jour férié, chômé et payé, et c'est signé Moussa Dosso. Et puis, sachez que le président de la République est de retour depuis cet après-midi en Côte d'Ivoire, après un séjour de 48 heures à Genève, en Suisse, pour des entretiens avec le président ghanéen au sujet de la délimitation de la frontière maritime entre la Côte d'Ivoire et le Ghana. Les discussions se sont déroulées en présence de l'ancien secrétaire général des Nations Unies, Kofi Annan, qui dirige une fondation qui porte son nom. C'est la fin de ce journal. Excellente suite de programmes sur RTI 1, la chaîne qui rassemble, et à demain, 20h.